Martin Désiré Ngoumu, jeune écrivain camerounais, commence son aventure le 29 mars 1984 à bord d'une voiture au Cameroun, dans la ville de Yaoundé où il voit le jour. Né d'un père administrateur polygame, Martin perd son père à l'âge de 7 ans et sa mère à l'âge de 17 ans. Issu d'une famille de 27 enfants, dont il est le dernier, Martin se retrouve seul face à son destin, menant une vie dont il n'avait jamais rêvé ou désiré. Incapable de défendre ses intérêts dans sa grande famille, décide donc de se rendre en aventure le 4 janvier 2004 où il quitte le Cameroun à la recherche d'une vie meilleure. Cette aventure, parsemée d'embûches, de pression, de peur et de tristesse, pousse notre jeune aventurier à rédiger son parcours, d'où la sortie de son ouvrage « Que vaut la vie d'un aventurier ». Paru aux éditions Percé, l'ouvrage nous est présenté en ce 17 mai 2013 à Tunis par son auteur. Nous sommes ici ce soir, si nous sommes à ce modeste lieu, mais très chaleureux, très chaleureuse librairie Clairefontaine, c'est parce que nous sommes venus répondre à l'appel que nous a fait notre frère, notre ami, Martin Désiré Ngoumu, pour pencher sur une question qui, de près ou de loin, captive et interroge tout membre de la diaspora que nous sommes. Quelle la vie, que vaut la vie d'un aventurier? J'ose croire que c'est une question à plusieurs volets, telle que l'a illustré notre frère dans son livre paru aux éditions Percé. Répondre à cette question a été non loin une tâche facile, mais j'ose croire que Martin, qui a longtemps penché sur le sujet, alors sans plus tarder, je vais passer la parole à Martin Désiré Ngoumu. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à vous dire merci d'avoir honoré de votre présence aujourd'hui. Je suis très ému par les mots que le frère vient d'avancer. En fait, on est là ce soir pour vous expliquer un peu pourquoi est-ce que ce livre a vu le jour. Que vaut la vie d'un aventurier est un livre qui compte 12 chapitres. 12 chapitres dont le premier est le départ. Pourquoi le départ? À l'époque, si on m'avait dit un jour que je serais écrivain, j'aurais dit à la personne impossible parce que mes rêves dans la vie, c'était devenir un ministre, c'était devenir un militaire pour arrêter les gens. Mais le destin a voulu autre chose. Je perds mon père à l'âge de 7 ans, comme l'a si bien dit le frère, et ma mère à l'âge de 17 ans. Pouvant ne pas défendre mes intérêts, je n'ai que eu qu'autre recours que de tenter l'aventure. Et vous savez, d'aucuns, on dit l'ignorance, c'est plus que la maladie. Étant ignorant, je me dis, bon, si au Cameroun, j'ai plus de père, j'ai plus de mère, personne n'est plus près pour moi. Mourir au Cameroun ou mourir au Niger ou mourir où, il n'y a aucune différence parce que si chez moi, on ne me reconnaît pas. Je voudrais même mourir ailleurs, on ne me connaît pas, et mourir dans l'honneur. Voilà comment je rencontre un ami, il me dit, c'est possible, tu peux quitter du Cameroun, tu vas jusqu'en Espagne par route. Je dis, ah, ça c'est possible. Il me dit, oui, il me dit, mais il faut avoir au moins 1 million ou 2 millions. 1 million ou 2 millions, ça fait dans les 3 à 4 000 euros. Qu'est-ce qui pouvait me donner une somme pareille? Personne. Un beau matin, je me réveille, j'ai 5 000 francs CFA dans la poche qui font dans les 6 euros. Je dis, bon,
Ce qui est sûr, mort c'est mort. Je vais aller étape par étape, je vais travailler même dans les chantiers pour pouvoir continuer. Voilà comment je décide de quitter Yaoundé le 4 janvier 2004. Donc je paye Yaoundé Bamenda. Donc ce qui fait qu'avant d'arriver à Bamenda, les 5 000 que j'avais étaient finis. Bon, je ne vais pas vous raconter tout, je vais que dans les points brefs. Je quitte donc, j'arrive à Bamenda. À Bamenda, je rencontre un chauffeur gentil qui m'aide à arriver au Nigeria. Au Nigeria, je rencontre beaucoup d'autres difficultés, mais grâce au bon Dieu, je réussis à avancer. Bon, le point le plus noir dans mon départ, c'est au niveau du Niger, parce que c'est au Niger que tout commence. J'arrive dans le Niger, pour moi, la vie, elle est rose. Quand on rencontre quelqu'un de Dieu, c'est quelqu'un de Dieu. Quand on rencontre quelqu'un, c'est... J'arrive, je rencontre un religieux qui me fait comprendre que bon, ce qui est sûr, toi, ton rêve, c'est quoi? Je dis, mon rêve, c'est l'héros. Il me dit, ok, bah, je peux réaliser ton rêve, mais tu sais, dans la vie, c'est donnant-donner. Tu me donnes, je te donne. Jusqu'à là, je ne comprends pas donnant-donner, parce qu'un religieux, pour moi, c'est... Il me dit vraiment, je suis prêt à te donner 20 000 euros. Tu sais ce qui c'est que 20 000 euros? Je dis non, je ne connais même pas la valeur de l'euro. Il me dit 20 000 euros, c'est dans les 15 millions de francs. Donc je peux te les donner, mais tu es un jeune beau garçon. Il suffit seulement qu'on aille dans la chambre pour 2 ou 3 jours. Tu as ce que tu veux. Là, ça dépasse mon entendement. Je me dis, ah ça. Donc si je veux vraiment aller en Europe, il faut arriver à ce niveau-là. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me laisser 3 jours pour réfléchir? Il me dit, ok, tu as 3 jours pour réfléchir, mais pendant les 3 jours, tu ne manges plus chez moi. Donc, le temps de réfléchir et tout, tu vas rester où tu es, et après, tu reviens. Malheureusement, après réflexion, après 3 jours, je refuse de baisser les bras. Et je me dis, ce n'est pas possible. Ça dépasse mon entendement. Je repars, je vois le religieux, je lui dis, écoutez, monsieur, vraiment, j'ai du respect pour vous, mais ça, je ne peux pas. Bon, comme tu ne peux donc pas, tu vas commencer à dormir à l'autogare. Je commence à dormir à l'autogare. J'ai 2 compatriotes camerounais aussi qui arrivent. Quand les 2 compatriotes arrivent, à ma grande surprise, et ils vont habiter chez le religieux. Mais moi, je suis dehors parce que je n'ai pas accepté circonstances. Parmi les 2, apparemment les 2, ils ont accepté la proposition. Mais malheureusement, le religieux n'a pas été honnête avec eux. Il ne leur a pas donné les 20 000 euros qu'ils disaient. Donc on prend le désert du Sahara, arrivé à Tamaracet, un décès. Et à l'heure actuelle, l'autre il est fou. Pendant la traversée du Sahara, j'ai failli mourir 2 fois. Les 2 fois, une fois l'eau était finie, j'étais obligé de boire mes urines. La deuxième fois, il y a eu vent de sable. Donc on arrive donc à Tamaracet, je me rends compte que plus j'avance, plus le risque est fort. Voilà, mon meilleur ami, il est décédé. L'autre, il est fou. Ça, c'est... Je vois continuer dans ces lancées. Plus on avance, plus ça devient dur. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Un jour, pendant mon sommeil, j'ai un rêve. J'ai un rêve qui me dit, un monsieur qui me dit dans le rêve, il faut faire quelque chose. Il faut faire quoi? Le lendemain, je me réveille. Là, c'était à Tamaracet, on dormait au rocher, sur les pierres. Je me réveille le lendemain, j'appelle mon colo, je dis, j'ai arrivé là, on me dit de faire quelque chose. Il me dit, allez, chef, mangeons, cherchons à manger. Tu vas faire quoi? Ici, on souffre. Tu vas faire, comme tu souffres, tu vas faire quoi pour les autres? Je dis, tu as raison. On mange. Le lendemain, je refais le même rêve.
Voilà où je réfléchis, je vais seul, je fais ma prière. J'ai dit non, il faut écrire un livre. Et quand on dit qu'il faut écrire un livre, je vais mettre quel titre? Je pose la question à un grand frère. Moi, je demande un aventurier, même c'est quoi un aventurier? Un aventurier, c'est celui qui quitte et va dans un endroit infini, indéfini, pardon. Je dis, ah ça me dit, je suis un aventurier. Mais je suis un aventurier sans valeur. Voilà comment je décide d'écrire le titre. Que vaut la vie d'un aventurier? Et je comprends que la vie d'un aventurier ne vaut rien s'il n'a rien dans la tête. Voilà d'où le départ, le chapitre, le départ me vient dans ce livre. Pourquoi? Parce que je veux faire comprendre à mes lecteurs comment est-ce que j'ai eu le titre du livre. Maintenant, les 11 autres chapitres sont le deuxième, les vices et sévices de la vie. Je ne vous cache pas, mes chers frères et sœurs, tous ici avons une devise. Quand on sort de chez nous, on va être riche. À tout prix. Si on pose la question maintenant, qui va être riche dans cette salle? Tout le monde va lever 2 doigts qui va être riche. Mais si demain, à 4 h du matin, on repose la question à toute la salle, il y aura peut-être 4 doigts. Et même pendant les 4 doigts, combien seront prêts à être loyaux à leur ami? Peut-être on ne va pas trouver. Peut-être on va trouver. Or, j'ai compris une chose. Partout, les frères, partout où il y a l'union vraie, il y a prospérité. Parce que Dieu ne sonde pas les paroles, il sonde les cœurs. Et aujourd'hui, on a ce problème chez nous en Afrique. L'Afrique va mal. L'Afrique va mal. Pourquoi? On a tout, mais on n'a rien. On a tout. Pourquoi? Dieu nous a donné la richesse. Mais on n'a rien. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas l'amour. On ne s'aime pas. On est intéressé. Et l'intérêt n'a jamais construit une peuple. Or, l'union a prouvé. J'espère que vous avez compris et j'ai répondu à votre question. La vie d'un aventurier est constituée de plusieurs embûches. Je dirais même que c'est le parcours d'un combattant. Parce qu'il est confronté à tous les dangers et les souffrances les plus atroces. Il est considéré comme une âme sans corps, alors que cette âme se retrouve perdue dans la nature, abandonnée à elle-même. Si je vous en parle dans ce livre, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et je vous invite à découvrir le contenu de cet ouvrage en ma compagnie. Et ainsi vous saurez ce que c'est que la vie d'un aventure. Je vais vous parler du chapitre de la franchise. Parce qu'en fait, ce livre, son but c'est quoi? C'est de toucher les problèmes que nous vivons tous les jours. Parce qu'on a des problèmes de trahison, d'échec. Parce que parmi nous ici, il n'y a personne qui va me dire qu'il n'a jamais été trahi. Et c'est plus fréquent pour nous qui vivons hors de nos pays. Parce qu'on croit qu'en trahissant ou en montant, on va vite évoluer. Or, on freine. J'ai dit la trahison, ce mot qui a pour but de séparer, de diviser les amis, les familles, les mariages, à sa place dans le monde aventurier. Quand on parle de trahison, il y a affinité. Et quand on parle d'affinité, il y a secret. Et la trahison intervient plus dans nos vies à cause du problème de leadership. Or, pour bien une chose, chacun son don. Il y a un petit adage à mon ami, je vais dire à mon ami, je vais vous expliquer en français qui dit ça veut dire, si ton frère t'a dépassé, porte son sac pour espérer lui ou mieux que lui dans l'avenir. Et parce qu'on n'accepte pas ça, on rencontre beaucoup de problèmes encore. J'ai parlé de l'amour. Ça, c'est le 12e chapitre. J'ai dit l'amour, ce mot qui signifie attachement,
des deux êtres. Est-ce aimer ou être aimé? L'amour existe-t-il toujours de nos jours? Certains me diront oui, certains me diront non. Mais moi je dirais l'amour existe toujours, mais en voie de disparition. Parce que nos jeunes hommes d'aujourd'hui, nous l'avons matérialisé. Pour moi, l'amour est un échange à bénéfice réciproque. Quand on aime, on doit respecter. Quand on aime, on ne doit pas calculer. J'ai parlé de l'amitié. J'ai dit l'amitié, ce mot devenu tabou de nos jours, a perdu son vrai son de l'être. Auparavant, nos ancêtres étaient de vrais amis. Ils s'entraidaient. Aujourd'hui, devenu chose contraire. Parce que nos jeunes hommes d'aujourd'hui, qui suivent l'égoïsme, au lieu du bien, si on va s'élancer, on va croire la dérive. J'ai parlé du chapitre sur la famille. J'ai dit la famille, ce mot qui constitue deux grands sous-ensembles. La famille qui renvoie en premier temps au père, à la mère et aux enfants. Et celle qui fait intervenir plusieurs générations, à savoir les arrière-grands-parents, les parents, les enfants et les oncles, les tantes, les cousins et les neveux. Je vais m'attarder sur la famille élargie qui cause beaucoup de problèmes en Afrique. Je vais prendre le cas de mon pays, le Cameroun, où j'ai pu, lors de mon retour, toucher du doigt une réalité qui m'a écœuré. J'étais considéré par tous les membres de ma famille comme un arbre producteur d'argent, sans qu'ils manifestent le moindre intérêt pour les voies et les moyens par lesquels je suis passé pour gagner cet argent. Notamment les atrocités que j'ai vécues, telles que dormir dehors, en plein hiver. Je voulais juste attirer l'attention des uns des autres sur le fait que la vie n'est pas rose quand on vit à l'étranger. Lors de mon retour au Cameroun, j'ai été confronté à plusieurs problèmes venant de ma famille. Il s'agit particulièrement de la famille élargie qui m'avait pourtant considéré comme un voleur, un vaurien, voire un enfant perdu. Mais heureusement pour moi, je n'ai jamais perdu espoir. Ainsi, ma grand-mère surprise une fois de retour au pays, après 3 années d'exil au Maghreb, ces multiples qualifications négatives ont changé. J'étais désormais considéré comme la solution à tous les problèmes. Tous m'exposaient leurs besoins, qui étaient d'ailleurs largement au-dessus de mes moyens. Particulièrement, j'étais triste de voir que l'on ne prend en considération que les dits de ceux qui ont les moyens. D'après les expériences que j'ai vécues, avoir des moyens financiers n'est pas synonyme de sagesse ou de netteté. Et peut-être tout à fait l'inverse. Avant mon départ pour l'étranger, j'étais considéré comme un badaud, un bon à rien, un vagabond, pas les miens, qui m'ont rejeté. Aujourd'hui, je suis devenu l'idéal de toute la famille. Et pourtant, je me suis battu tout seul, sans l'aide de qui que ce soit, sauf évidemment le bon Dieu qui m'a jamais abandonné. À l'époque, nos ancêtres ne se passaient pas. À l'époque de nos ancêtres, cela ne se passait pas ainsi. C'est-à-dire que tout n'était pas basé sur le matériel, comme c'est le cas de nos jours. Le matériel a pris le dessus sur l'homme, oubliant que c'est l'homme qui cherche les biens matériels, afin d'améliorer ses conditions d'existence. Apprenons donc à faire la part des choses, comme nous l'avons prouvé par exemple ici-bas. L'homme n'est rien sans les hommes. La tristesse, c'est le commun des aventuriers, parce que un aventurier est celui-là qui souffre le plus dans sa chair, dans sa peau, dans son être. Les moments de joie sont toujours très courts. Je dis la tristesse est un mot qui signifie souffrance. Je l'évoque dans cet ouvrage parce qu'il est une seconde nature de la vie d'un aventurier, qui la plupart du temps est toujours embêté dans des problèmes
qui proviennent parfois de notre entourage, composé de personnes d'horizons et de pays différents. Cette diversité n'est pas toujours facile à gérer, mais en apprenant à se connaître, cela devient un peu plus facile. En effet, on rencontre dans le milieu des aventuriers des personnes dotées d'esprit d'égoïsme, de méchanceté, de vol et de mensonges. Et il faut beaucoup de sagesse pour évoluer dans cet univers vicieux où le capitalisme est roi. Les aventuriers ont perdu leur dignité à cause des souffrances qu'ils ont endurées, ou alors à cause des trahisons qu'ils ont subies. Et de ces faits, ont érigé à la recherche du profit et de l'argent en unique principe de vie. Je dis non parce que je suis un modèle de vertu, mais simplement pour attirer leur attention sur le fait que l'argent ne fait pas le bonheur. Pour être heureux, vous vaudrait mieux garder une amitié franche avec quelqu'un au lieu de le médire sur lui en échange de quelques intérêts matériels qui à la fin n'est que vanité. Le bon Dieu nous a prouvé que l'homme dans ce monde a plus de valeur que tout. Mais certains de notre milieu mettent l'homme en deuxième position. Être heureux dans ces conditions est impossible. Notamment lorsqu'on ne respecte pas les choses les plus élémentaires de l'humanité. Par ailleurs, nos familles ont également une partie des responsabilités dans cette souffrance. Si l'on considère l'aventurier comme un facteur gênant dans notre société, que dirons-nous des disciples envoyés par Jésus-Christ prêcher l'évangile? Car nous savons que tous ceux qui ont laissé leur famille, leurs enfants, pour apporter la bonne nouvelle. Rassurez-vous, mes chers frères et sœurs, un aventurier est celui qui se sacrifie tous ses désirs au profit des membres de sa famille. L'aventurier peut être comparé à un disciple, car comme le disciple, il doit quitter sa famille, sacrifier ses désirs pour aller chercher une vie meilleure. L'aventurier est un chercheur qui a besoin de soutien moral des membres de sa famille et du monde extérieur. Il n'est pas celui à qui il faut toujours donner tort. Celui que l'on considère comme un voleur, braqueur, celui qui se livre à des pratiques très déviantes dans notre société ou forcément de l'argent dans nos vies. L'amour est un échange mutuellement bénéfique quand deux êtres s'aiment vraiment. Mais l'amour existe-t-il encore de nos jours? Certains diront oui et d'autres diront non. Moi je répondrai simplement que l'amour disparaît fulgitant. Car j'ai constaté que tout s'est matérialisé et cela devient rare de rencontrer deux êtres de nos jours qui s'aiment comme à l'époque de nos ancêtres où l'amour était basé sur le respect, la franchise, le bien-être et la fidélité. De nos jours, les jeunes hommes, jeunes femmes adultes ont perdu l'éthique du mot amour. Ils préfèrent baser l'amour sur des moyens financiers et les capacités intellectuelles. Je me poserai encore cette question. L'amour, est-ce aimer ou être aimé? L'amour ne dort-il pas toujours dans chacun d'entre nous? Le mariage également, un caractère très sacré et irrévocable. Actuellement, l'amour est basé sur le physique et certains décident de se marier juste parce qu'ils apprécient le beau sourire éclatant, les rondeurs des formes ou encore attirés par les signes extérieurs des richesses, argent, terrain, voiture. Tout cela entraîne dans un futur sans provision. Je profite de l'occasion pour dire à tous mes lecteurs que l'amour est quelque chose avec laquelle il ne faut pas blâmer. Dans la vie courante de tous les jours, l'amour est un sujet qui peut toucher n'importe qui. Comme l'indiquent les paroles d'un chanteur qui disait « La maladie d'amour est dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans ». Si les deux s'aiment,
il faut que l'un et l'autre développent ce sentiment et le conserve pour qu'il ne se casse pas. Car l'amour est comme un œuf, il faut conserver et ne pas banaliser. Pour être fidèle, il faut aussi le satisfaire, le rendre joyeux, être à ses côtés au moment le plus difficile. Le mariage est une chose qui se construit à petit. Un proverbe dit, petit à petit l'oiseau fait son nid. On ne peut construire l'amour sans fondation et sans support. C'est pourquoi on dit, il n'y a aucune union sans histoire vécue mutuellement. Deuxièmement, je parlerai de l'amour chewing-gum. Cet amour, vous allez trouver mon idée bizarre, mais je peux vous assurer que l'amour chewing-gum est celui qui est caractérisé par la vie physique. Et la personne, le plus souvent, nous rencontrons sur des papiers d'emballage ou des dessins pour chewing-gum. Ce genre d'amour n'est qu'illusion, utilisée par certaines sociétés pour attirer l'attention des consommateurs et promouvoir leurs produits. Pour résumer, je dirais que l'aventurier est celui qui se sacrifie pour le bien-être de sa famille. Il a donc besoin du soutien moral de celle-ci et de ses amis. Alors, il faudra arrêter de porter un doigt accusateur ou de jeter des pierres sur des aventuriers qui luttent au quotidien pour la survie de leur famille et partant de l'humanité qui va droit à la dérive à cause des hommes de peu de foi et de peu de moralité. Restons unis pour un avenir sain et prospère. D'après la pensée de quelqu'un qui pense qu'un aventurier a ça, pas de responsabilité dans l'évolution de ce siècle. Troublé durant la lecture de la première partie de votre livre, où vous parliez de la discrimination au sein de la famille, parce que vous êtes orphelin depuis l'âge de 7 ans, de père et de mère à l'âge de 17 ans, si j'ai bonne mémoire. De père à l'âge de 7 ans. De père à l'âge de 7 ans. Et de mère à l'âge de 17 ans. Autant pour moi, et de mère à l'âge de 17 ans. D'accord. Dans le livre, vous avez beaucoup utilisé le jeu, le pronom personnel jeu. Je me demande comment, en énumérant la discrimination de la part des vôtres, comment vos frères, en lisant le livre, ou bien la famille, en appréciant le livre, certainement, ils ont été informés de la publication de votre livre, qui a d'ailleurs fait le buzz dans toute la Tunisie et partout dans le monde entier. Comment est-ce qu'ils ont apprécié, quel engouement ils avaient à lire le livre ou à vous saluer, du fait que vous avez dénoncé leur mauvaise façon de gérer les plus faibles, lorsque vous deviez défendre ou vous deviez rentrer en possession de l'héritage familial qu'a laissé le papa. Quelle a été leur façon de réagir du fait que dans le livre, apparemment, ils ont été discriminés, enfin, vous avez été discriminés carrément. Comment est-ce qu'ils ont réagi concrètement? Justement, merci. Oui, je vous remercie d'abord pour la question qui est très pertinente. En fait, avant de vous répondre, je veux vous dire ma manière à moi de penser. Pour moi, je dis la vérité, ce qui est vrai, vrai. Ce qui est mal, est mal. À un moment dans la vie, il faut savoir oser dire certaines vérités pour que d'autres n'en souffrent pas. Si moi j'ai été victime, je ne souhaiterais pas que toi aujourd'hui, tu sois victime. Moi j'ai atteint un niveau de vie où je ne gère plus les humeurs, je gère les hommes. Et quand j'écrivais ce livre, je ne voulais pas les indexer, je disais que la vérité. Quand je suis arrivé au Cameroun, on m'a reçu, mais c'est vrai, il y avait beaucoup de tristesse. Parce qu'il y a d'aucuns qui m'ont appelé de côté, qui m'ont dit, écoute, on reconnaît qu'on t'a fait beaucoup de mal, excuse-nous, mais s'il te plaît, dans l'avenir, ne dis plus toutes les vérités. Certaines vérités ne sont pas bonnes à dire. Moi, je leur ai pardonné déjà, mais si je n'avais pas fait ça, j'allais jamais les pardonner. Parce que tu sais, j'ai une logique à moi. Quand je suis fâché contre quelqu'un, si je ne lui dis pas, ou je n'exprime pas, je garde, ça va naître en moi un esprit de haine.
Et si j'ai l'esprit de haine, je ne côtoie plus personne, je reste seul. Donc, en faisant ça, ceux qui ont eu l'amabilité dans ma famille, parce que tous n'ont pas eu le courage, mais 2 ou 3 m'ont approché. Et je leur ai posé la question, est-ce que ce que j'ai dit est faux ou c'est vrai? Ils ont reconnu que c'était vrai. Je leur ai dit, ok. Donc, si on a commencé dans les bases, qu'on va aller dans la vérité, le prochain tome, je ne vais plus rentrer dessus. Mais au moins, on sait que je ne vais pas mentir sur vous. Et ça va permettre que si la femme de XY, il y a un frère, un aîné, qui veut faire la même chose que mes aînés, il peut avoir honte. Il y a telle famille, ils ont abandonné leur petit frère. Après, leur petit frère les a surpris. Je me dis qu'en disant ces vérités-là, ça n'a pas atténué ce genre de problème. Alors, si je me réfère à la richesse de cet échange qu'il y a eu entre Martin et son public très nombreux, j'ose croire que chacun de nous, à divers niveaux, a été interpellé, non pas forcément directement, peut-être indirectement, a été interpellé par la ténacité de cet ouvrage, des séances de dédicace. Merci beaucoup. Il faut descendre. J'étais très ému, la soirée s'est bien passée, on a eu des invités. Maintenant, mon souhait c'est que tout le monde comprenne le but, c'est de pourquoi est-ce que j'ai écrit que vous les bilets d'aventurier, pour améliorer notre existence et faire comprendre au monde que la jeunesse camerounaise peut faire de bonnes choses. Okay. Et s'il fallait remercier quelqu'un pour cette soirée, ou bien pour tout le chef-d'œuvre, ouais. Je remercie la responsable de l'école Fontaine, qui a cru en moi malgré que c'est très difficile, mais je vais la soutenir pour que tout se passe bien. Vous savez, reconnaître un talent, ce n'est pas évident. Elle a su accepter que mon livre se vende. Grâce à elle, mon livre se vend en Tunisie. Et grâce à elle, il faudra qu'on l'aide à ce que les livres finissent.